Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un nouveau Texama Show. Comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine, pas mal de news cette semaine-ci, des news plutôt intéressantes, des news plutôt tragiques, comme le fait qu'il y a un feu qui s'est déclaré dans un data center d'OVH et qu'il y a beaucoup de données qui ont été perdues, mais aussi en partie dû à la faute de certaines personnes qui avaient les serveurs. On va en parler. Du coup, vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Comme ça, vous pouvez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Donc la première news de cette semaine-ci, c'est justement le feu qui s'est déclaré dans un data center d'OVH à Strasbourg. Pour information, ils ont 4 data centers à Strasbourg. C'est le deuxième qui a brûlé, SG2, et qui a aussi endommagé le premier, SG1. Donc tous les serveurs dans SG2 ont été perdus totalement. Donc ça veut dire que les personnes qui hébergeaient par exemple des sites web, leur site web était down. Donc il y a beaucoup de sites web justement français qui ont été down. Certains même sites web officiels parce que certains organismes officiels utilisaient justement des serveurs OVH. Donc ça a posé pas mal de problèmes à certaines personnes. Et évidemment, dû au fait que les serveurs ont totalement brûlé, il y a beaucoup de données qui ont été perdues. Alors il faut quand même préciser une chose, c'est qu'on ne sait déjà pas encore tout à fait la nature du feu. Faut voir, hein, il y a une enquête qui est en cours. Il y a aussi le fait que normalement, les gens qui avaient des serveurs dans ce data center sont responsables de leurs données, tout simplement. Si vous ne savez pas, la plupart des fournisseurs de serveurs, ce qu'ils vous fournissent, c'est un serveur. Donc, ils sont responsables que le serveur reste en ligne, qu'il n'y ait pas de problème avec le serveur ou autre chose. Par exemple, s'il y a un problème hardware, la RAM a un problème, ils doivent la remplacer, tout ça. Mais les données qui sont sur les SSD, les disques durs, c'est vous qui êtes responsable, surtout chez OVH. Et donc, les personnes qui ont perdu des données, c'était en partie leur responsabilité. Évidemment, OVH doit faire en sorte de soit leur donner un serveur, soit évidemment mettre en suspens l'hébergement à l'heure actuelle, donc l'autofacturation, parce qu'on ne facture pas pour un serveur qui est littéralement en feu, mais les personnes étaient responsables des données sur leur serveur. Donc, certainement avaient fait des backups, donc ils ont pu récupérer, remettre en ligne leur site et tout ça. Mais d'autres, comme par exemple Rust, n'avaient pas une aussi bonne stratégie. Ils ont perdu 25 serveurs du coup. Alors, 25 serveurs de jeu, peut-être qu'il y avait seulement en réalité la moitié de serveurs vraiment physiques, il faut en tenir compte, mais ils ont perdu 25 serveurs de jeu et surtout toutes les données utilisateurs qui étaient dessus. Donc tout ce que les gens avaient fait sur ces serveurs est perdu totalement. Et ça, pour moi, c'est un mauvais signe pour Rust parce que, ok, ils peuvent perdre des données. Par exemple, si vous faites des backups tous les jours ou toutes les X heures, vous pouvez perdre les données parce que vous n'avez pas fait un backup depuis quelques heures. C'est tout à fait normal. Mais de là à perdre toutes les données des serveurs, je suis en mode, où est-ce que vous faisiez les backups, les gars? Normalement, et c'est un truc très important, je dois faire une vidéo là-dessus parce que c'est hyper important, un backup doit être dans un endroit physique totalement différent de là où vous avez la copie originale. Donc par exemple, si vous avez un serveur dans un data center d'OVH, vous mettez un backup dans un autre data center d'OVH. Et même, si vous voulez aller encore plus loin, vous le mettez dans un autre data center qui n'appartient pas à OVH. Parce que s'il y a un problème chez OVH, par exemple, leur réseau est inaccessible pendant un moment et que ça peut toucher plusieurs data centers, c'est déjà arrivé, vous ne pouvez plus accéder à vos données. Ça peut être très important. Surtout si vous êtes Rust et que c'est dans le domaine professionnel. Si vous avez un site web de vente ou autre chose, ou si vous avez des clients qui ont besoin de vos serveurs parce qu'ils ont leur site web dessus, c'est votre responsabilité de faire des backups corrects et surtout d'en avoir dans plusieurs data centers. Au moins un autre backup dans un autre data center. Là, visiblement, Rust, il n'avait rien. Peut-être qu'ils faisaient leur backup sur les mêmes machines, ou peut-être qu'ils faisaient un backup sur une autre machine dans le même data center, ce qui est encore une fois une très mauvaise chose à faire. Dans tous les cas, il y a d'autres personnes comme ça qui ont perdu énormément de données. Et je le tiens à le redire, OVH pour ça en particulier n'est pas vraiment responsable. Par contre, ils sont responsables, comme j'ai dit, d'essayer de trouver une solution pour ceux qui ont besoin de serveurs ou autre chose. Ils ont déjà, il me semble, commencé à faire ça, redonner la possibilité de reprendre un serveur dans un autre data center et tout. Mais bon, dans tous les cas, il y a beaucoup de données qui ont été perdues et ça donne une bonne leçon à beaucoup de gens de juste faire des backups correctement. Donc, ça, c'est une bonne leçon de vie, je pense, pour certaines personnes. C'est évidemment un désastre d'un point de vue, données, matériel et tout ça. Mais heureusement, il n'y a eu aucune victime. Donc, toutes les personnes qui travaillent dans le data center s'en sont sorties, aucun problème. Tous les pompiers qui ont participé, il y a une centaine de pompiers qui ont participé pour éteindre le feu. C'est pour dire à quel point il était
vraiment genre très puissants et durs à contrôler, et ils sont arrivés apparemment très vite sur la scène, donc ça s'est propagé en un rien de temps. Eh bien, aucun pompier n'a été blessé ou autre, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et sinon, pour ceux qui ont des serveurs dans SG1, il y en a certains qui ont été perdus, il faut le préciser, et SG3 et 4, moi j'en ai un dans le 4 notamment, leurs serveurs sont pour le moment encore inaccessibles, parce que le problème c'est que l'infrastructure est touchée, vu que SG2 était certainement en partie au centre de cette infrastructure. Donc ils sont en train d'essayer de remettre en ligne tout ça. Apparemment, ça va leur prendre 2 petites semaines qu'ils avaient indiqué, ce qui est plutôt rapide selon moi, vu la grandeur de la catastrophe. Donc on verra bien, mais dans tous les cas, les serveurs ne sont pas facturés pour le moment. Ils ont même été remboursés jusqu'à 3 fois la durée justement de la panne. Donc c'est-à-dire si vous avez une panne pendant 2 semaines, ils vous remboursent basiquement 6 semaines d'hébergement. Donc, il faut juste un peu de patience pour ceux qui ont des serveurs dans SG3 et 4. Peut-être qu'il y en avait qui avaient justement des données importantes sur SG3 et 4. C'est-à-dire aussi que les serveurs ne tournent pas à l'heure actuelle. Donc, s'il y a des sites web dessus aussi, ils sont hors ligne. Mais au moins, ici, les données sont toujours là. Donc, ça, au moins, c'est pas perdu. Et moi, j'avais un serveur, comme je dis, sur SG4. Heureusement, j'avais des backups, donc no problème. Mais il est inaccessible, donc ma foi, c'est pas grave. Donc, yep, ma foi, ça fera une bonne leçon, comme j'ai dit. Ayez des backups, même pour vos données personnelles. Alors, quand c'est des données pas importantes, c'est vos musiques ou autre chose, ou des trucs vraiment pas importants, ok, vous pouvez faire un petit backup sur un disque dur externe. Mais si c'est des données très importantes, des factures, des papiers officiels, par pitié, ayez un backup à un autre endroit physique. Ne mettez pas un backup dans votre maison, mettez un backup peut-être chez... Un truc que vous pouvez faire, vous arranger avec un bon ami à vous, c'est chacun a un petit serveur NAS, même pas un énorme serveur NAS, un petit serveur NAS avec 2 disques durs dedans, très simple, et vous en mettez un chacun l'un l'autre chez l'autre, et puis après vous faites des échanges de backup vers l'un ou l'autre, et comme vous pouvez chiffrer de toute façon les données sur les disques durs et sur les NAS, ben, c'est pas comme si votre ami pouvait accéder aux données de toute manière, et du coup ben, vous avez un backup dans les deux sens, et ça vous permet d'avoir un peu plus de sécurité. Ou sinon, vous pouvez prendre des tout petits serveurs dédiés, bon, pas dans le SG2 en tout cas, mais vous pouvez prendre des petits serveurs dédiés. OVH en vend par exemple, qui sont souvent utilisés comme des seedbox, donc en gros ils mettent des clients torrent dessus, et puis voilà, ils s'amusent à télécharger les gens. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des tout petits serveurs avec des atomes, des atomes, qui sont, pour information, des processeurs pas très puissants, mais vous avez par exemple 2 disques durs de 2 Tera fournis avec. Vous pouvez les mettre en RAID 1 pour avoir plus de sécurité de données. Et du coup, ça vous fait 2 Tera sur le cloud. Et c'est genre 10-15 € le serveur. Oui, il y a des offres cloud qui sont moins chères, mais au moins, vous êtes propriétaire de vos données ici. Donc, c'est une meilleure chose. Mais sinon, évidemment, il y a des offres cloud qui existent. Mais là, je vous dirais de les chiffrer. Même si vous dites, oh, on chiffre vos données, chiffrez-les vous-même. Vous pouvez, sans problème, utiliser des clients, genre pas officiels, de chaque fournisseur de cloud. Par exemple, si vous utilisez OneDrive, vous pouvez utiliser autre chose que le client officiel OneDrive et utiliser ce client-là pour chiffrer les données avant même qu'elles n'arrivent chez Microsoft, qui lui, en plus, va les chiffrer encore en plus. Et comme ça, vous êtes sûr que même Microsoft ne sait même pas ce qu'il y a dessus. Personnellement, c'est ce que j'ai. J'ai un backup chez justement Microsoft. Et mes données sont chiffrées avant même que ça atteigne Microsoft. Donc Microsoft, ils ne savent même pas ce que c'est les fichiers. Ils sont en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ils ne savent même pas l'ouvrir ni rien. Ils ne peuvent pas me montrer de preview. C'est moi qui dois le télécharger, utiliser ma clé de déchiffrement avec un programme pour déchiffrer et tout. Et je peux récupérer mes données comme ça, c'est pour dire. Donc, yep, faites des backups. Ça fait pas de mal, franchement. Et ça vous sauvera la vie. Croyez-moi, pour certains trucs, on est de plus en plus digital. Il y a beaucoup plus de documents qui sont sous forme digitale aussi. Donc, ça ne fait pas de mal de garder ces documents de côté, surtout si vous en avez besoin plus tard. Ensuite, nous avons une news en partie en rapport, vous allez le comprendre. Vous avez la société Blade, qui est très connue pour leur service Shadow, qui sont des PC dans le cloud, de gaming, et même pour travailler et tout ça, qui a déposé le bilan. Basiquement, ils n'ont plus assez de cash pour continuer d'opérer correctement. Donc, il leur faudrait, pour information, 30 à 35 millions d'euros pour pouvoir continuer d'opérer correctement. C'est assez malheureux parce que je trouvais que les PC Shadow étaient assez intéressants. Ils avaient des problèmes, on va en parler après, mais c'était quand même assez intéressant comme philosophie et tout ça, surtout dans un monde où on va plus en plus vers le cloud gaming et tout. C'était une offre qui était intéressante parce que vous aviez la maîtrise sur vos données
ou surtout sur ce que vous faites sur le PC, et vous pouviez jouer à n'importe quel type de jeu sur n'importe quelle genre plateforme, que ce soit genre Uplay, Origin ou même Steam, enfin bref. Et le petit côté qu'il y avait en rapport, c'était que le fondateur d'OVH voulait apparemment justement reprendre Shadow, mais vu ce qui vient de se passer, on va voir si ça arrive. En tout cas, OVH, ou en tout cas le patron d'OVH, qui est Octave Klaba, avait été la seule personne publiquement qui avait fait une offre. Publiquement. Il y a peut-être d'autres sociétés qui ont fait des offres. Moi, personnellement, si j'étais quelqu'un qui ne s'est pas encore lancé dans le cloud gaming, et pourtant je suis très en rapport avec le cloud gaming, je pense que ce serait une bonne solution, justement, pour peut-être me lancer là-dedans. Certainement une grosse entreprise. Franchement, il y en a plusieurs. Ça pourrait être Amazon, même s'ils ont un truc prévu pour le cloud gaming, il me semble. Bon, Google ont déjà Stadia, même si Stadia marche pas trop bien. Enfin bref, il y a certaines entreprises qui pourraient être intéressées. Même au final, Microsoft, ça pourrait être intéressant pour eux s'ils font une offre un petit peu parallèle avec leur offre de streaming. Enfin bref, on verra bien qui voudra le reprendre ou qui va le reprendre finalement. S'il y en a un qui le reprend. Dans tous les cas, les problèmes de Shadow, pour ceux qui se demandent, j'en avais déjà traité. Moi, leur gros problème que je voyais, c'est qu'ils ont déjà pas eu de chance, soyons honnêtes. Quand ils ont commencé service, ils fournissaient une GTX 1080 avec un processeur 4 coeurs 8 threads. Ce qui, en 2017, quand ils ont vraiment commencé, si je me souviens bien, c'était même un petit peu avant, c'était vraiment pas mal parce que, genre, Ryzen venait à peine d'arriver, donc les processeurs AMD qui montent jusqu'à 8 coeurs venaient à peine d'arriver, et du coup, un 4 coeurs 8 threads, c'était un processeur haut de gamme pour le gaming, sans problème. Et 12 Go de RAM aussi à l'époque, c'était vraiment bon pour le gaming, no problemo. Une GTX 1080, c'était génial pour le prix, et ça vous permettait d'avoir un très bon PC de gaming pour vraiment pas cher. Bon, ça restait quand même cher, parce qu'il me semble que l'abonnement à l'époque, c'était 40-50 €, si je me souviens bien, donc yep. Mais c'était moins cher que d'acheter le PC. Et puis après, le ROF n'a pas vraiment évolué. Le problème avec ce genre de service, c'est comme OVH, quand vous achetez des serveurs, il faut les rentabiliser. Vous n'achetez pas des serveurs pour les utiliser 2 ans et puis après vous en débarrasser. Non, pour le rentabiliser, votre serveur, il faut le fournir jusqu'à quand qu'il meurt, basiquement. Donc 5 ans au moins, certainement. OVH, par exemple, ils ont un multisystème où quand ils ont un serveur qui n'est plus trop utile pour leur gamme normale sur OVH, ben ils le remettent sur SoyuStart, qui est leur autre entreprise, où là, c'est plus des serveurs plus abordables, mais plus vieux. Et puis après, ils ont les Kimsufi, qui sont encore des serveurs encore plus vieux. Pour information, dans les Kimsufi, ils ont encore des Core i5 de première génération, c'est pour dire. Donc vous voyez qu'ils essayent de vraiment rentabiliser au maximum. Mais le problème avec Shadow ici, c'est que les gens ne vont pas vouloir une carte graphique vieille de 5 ans. Ils veulent la meilleure carte graphique du moment, forcément. C'est le principe même du cloud gaming, c'est que vous voulez les meilleures performances, quoi qu'il arrive. Donc, ils ont déjà un problème à rentabiliser correctement ça, selon moi. Ils peuvent toujours baisser le prix de l'abonnement, c'est ce qu'ils ont finalement fait avec cet abonnement-là qui a pas mal baissé niveau prix. Mais du coup, il faut voir s'ils arrivent à rentabiliser en attendant, parce que peut-être que c'est juste pas assez. Surtout qu'en plus, vous devez le voir, c'est écrit ou équivalent à chaque fois avec la carte graphique. C'est parce que tout simplement, ils n'utilisent pas une GTX 1080. En réalité, ils utilisent des Quadro qui sont équivalentes au niveau performance. Mais le problème avec une Quadro, c'est qu'elle coûte plus cher, tout simplement, qu'une GTX 1080. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés des fois de payer littéralement 2 fois plus cher pour une carte graphique qui a les mêmes performances, parce que c'est tout ce qu'il y a vraiment utilisable, on va dire, sous forme de serveur, même si je pense qu'il y aurait moyen d'utiliser des cartes graphiques grand public dans un serveur, mais c'est préférable pour eux d'utiliser tout simplement, comme j'ai dit, une carte graphique professionnelle, mais ça leur coûte plus cher, donc c'est encore plus difficile de rentabiliser. Il y avait d'autres problèmes avec Shadow, toutefois. Comme j'ai dit, Ryzen est arrivé et a bousculé tout. Donc maintenant, un bon processeur pour le gaming, c'est minimum 6 cœurs, honnêtement, voire même 8 cœurs. Mais je dirais que 6 cœurs est devenu la norme en tout cas, avec les Core i5 et les Ryzen 5. Mais du coup, regardez le PC Shadow, vous êtes en mode 4 cœurs 8 threads, c'est de l'entrée de gamme maintenant. Alors il y en a qui vont dire, mon PC n'est pas aussi puissant, mais c'est devenu de l'entrée de gamme. Si vous achetez un PC maintenant, 4 cœurs 8 threads, pour un PC fixe, c'est les processeurs les moins chers qui ont ces specs. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. En plus, le problème, c'est que c'est des Xeon, vous devez bien vous douter. Ils n'utilisent pas des Core i7 dans leur serveur. Donc, c'est des Xeon qui fonctionnent à une plus basse fréquence,
Et il y a plusieurs serveurs sur la même machine, forcément, c'est du virtualisé. Donc en gros, ils ont un rack avec un serveur, enfin plusieurs serveurs dedans, et chaque serveur doit avoir un Xeon, genre peut-être 2 Xeon de 16 cœurs, quelque chose comme ça. Et ils mettent plusieurs serveurs dedans, ou peut-être qu'ils ont un seul Xeon 16 cœurs, ou peut-être même 18 cœurs. Et puis ils ont genre 4 quadros l'une à côté de l'autre, et chaque machine virtuelle, pour chaque personne, a sa quadro du coup. Et puis ils séparent la RAM, et ils séparent aussi le stockage. Ça, c'était aussi un des problèmes qu'ils avaient, c'est que le stockage, niveau performance, avait des problèmes. Ce qui était assez ironique parce que un des avantages avec le cloud gaming, c'est quand vous voulez télécharger un jeu, ben vous le téléchargez sur le serveur. Donc vous avez la connexion du serveur, qui est bien souvent de genre 1 gigabit à la seconde. Donc ça télécharge très vite. Mais le problème, moi, quand j'avais testé Shadow, là, pas mal d'années, il faut tenir compte. Ils ont amélioré les choses depuis. Mais en gros, le SSD saturait. Parce que comme il est utilisé par plusieurs machines en même temps, vous n'avez pas les full performances d'un SSD. Donc le SSD saturait au niveau de la connexion. Genre la connexion saturait le SSD. Ce qui est assez ironique quand on y pense. Donc ouais. Ils avaient promis d'autres offres qui allaient arriver aussi. Mais évidemment, c'est peut-être pour ça qu'ils ont besoin de cash. C'est toujours en mode reste informé, restez informé. Ils avaient promis une RTX 2080 ou une Titan RTX. Mais le truc, c'est que depuis, on est passé à des RTX 3000. Donc vous voyez vraiment le problème avec eux, c'est que tous les 2 ans, même voire tous les ans limite, on a des nouvelles cartes graphiques. Mais eux, ils peuvent pas acheter de nouvelles cartes graphiques tous les ans parce que ce serait pas rentable en fait. Donc, ils sont obligés d'utiliser du vieux hardware. Et au début, c'était intéressant parce qu'ils avaient des trucs dernière génération, forcément, vu qu'ils venaient de lancer le service. Mais maintenant, ils sont en retard en fait. Et vous voyez que la machine avec une RTX 2080 a toujours un 4 coeurs 8 threads. Donc, et 16 Go de RAM, ça va par contre là. 512 Go de stockage SSD, c'est... Alors non, en réalité, c'est 256 de SSD, 256 de HDD. Donc ouais, vous voyez, selon moi, il y a pas mal de problèmes. Et je pense que le plus gros problème avec tout ça, c'est que c'est juste pas possible de rester avec des specs les plus nouvelles, les plus récentes pour ce genre de PC, sans que ça coûte trop cher, en fait. Ou alors, vous êtes obligé d'avoir des vieilles machines. Il y en a qui vont dire que chaque année, ils pourraient faire une nouvelle offre qui devient l'offre principale ou qui coûte plus cher ou je ne sais quoi. Et puis après, l'offre de l'année d'avant diminue un petit peu au niveau prix ou autre chose. Mais ça deviendrait compliqué. En tout cas, la personne ou la société qui reprendra Shadow, s'ils le reprennent, et donc Blade, va avoir beaucoup de pain sur la planche parce que selon moi, il y a pas mal de choses à essayer de fixer. Genre, comme vous pouvez voir ici, c'est compliqué au niveau coût et tout. Surtout que, encore une fois, c'est pas des RTX 2080, c'est des quadros derrière, techniquement. Même chose avec la Titan RTX. Donc, yep, faudra voir. Le truc, c'est que, par exemple, pour vous donner pourquoi les autres services sont plus rentables, un exemple assez facile à comprendre, c'est si quelqu'un décide de jouer à un jeu pas très lourd, sur, par exemple, Stadia, ils peuvent utiliser des serveurs moins puissants. Et s'il y a un nouveau jeu qui sort qui requiert plus de puissance, ils peuvent allouer des nouveaux serveurs beaucoup plus puissants, mais toujours garder des serveurs moins puissants pour la plupart des autres jeux où ça tourne toujours très bien. Donc en gros, ils peuvent toujours réutiliser leurs serveurs pendant plusieurs années sans aucun problème, selon les jeux que les gens utilisent ou jouent. Parce que le truc, c'est que les gens peuvent être alloués dynamiquement à n'importe quel serveur. Shadow, vous ne pouvez pas vraiment faire ça parce que vous promettez cette puissance aux gens. Donc ils doivent avoir toujours cette puissance. Ils doivent avoir une machine virtuelle avec ces specs-là. Ou sinon, il y a un problème. Donc, yep, ça va être compliqué. Et maintenant, une news sur un téléphone qui a plus de RAM qu'un PC Shadow, ou même plus de RAM que la plupart des PC des gens qui regardent cette vidéo, ou même plus de RAM que les PC gaming de la marque pour le même prix. C'est l'Asus ROG Phone 5 qui a été annoncé avec jusqu'à 18 Go de RAM, double port USB type C comme d'habitude. En gros, c'est le ROG Phone qu'on connaît. Gros écran, gros spec, 6000 mAh de batterie, le dernier Snapdragon correctement refroidi, donc ça vous donne les meilleures performances. On a même, sur les modèles plus avancés maintenant, un petit écran configurable derrière. Ça peut être pratique pour les notifications. Par contre, pour juste mettre une moto, je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Et puis le design très connu du ROG Phone qui a un port USB Type-C sur le côté qui permet de brancher des accessoires, autre chose. Il a toutefois un petit peu évolué, donc il est un petit peu plus grand que les autres années. Donc il est passé jusqu'à 6,7 pouces, si je me souviens bien. 16,78 pouces même. Donc c'est toujours un écran 1080p OLED qui peut monter jusqu'à 144 Hz avec un touch sample, donc c'est-à-dire
la couche dans l'écran qui détecte quand vous touchez l'écran peut monter jusqu'à 300 Hz, donc elle détecte tous les 3 centièmes de seconde dès que vous touchez, en gros, l'écran. On a le Snapdragon 888, forcément, et jusqu'à 512 Go de UFS 3.1, qui est basiquement un stockage aussi rapide qu'un SSD pour ceux qui se demandent. Mais c'est assez classique sur tous les téléphones haut de gamme qui sort à l'heure actuelle. Android 11, le support de Wi-Fi 6.1 et il peut supporter jusqu'à 65 watts de chargement. Alors, quelques trucs intéressants avec ce téléphone. Le premier, c'est le design intérieur qui a pas mal changé. Je sais pas s'ils ont mis l'image. Ah non, ils n'ont pas mis sur ce site-là. Mais en gros, vous avez toujours cet accessoire qu'ils fournissent avec le ROG Phone. Alors ça, maintenant, c'est plus forcément fourni sur les moins chers, il me semble. C'est fourni sur les modèles plus hauts. Mais en gros, ce petit accessoire, ça vous permet de refroidir le téléphone. Ça permet aussi d'avoir maintenant 2 boutons en plus derrière. Ça, c'est plutôt pratique. Mais surtout, maintenant, ils ont enfin rendu ça logique. C'est qu'ils ont séparé la batterie. Donc, ils ont mis une batterie de 3000 mAh à gauche et une à droite. Et du coup, le PCB avec le processeur qui est stacké, il y en a plusieurs PCB l'un sur l'autre, est en plein milieu du téléphone. Donc, c'est-à-dire que la chaleur générée par le processeur, déjà, c'est mieux de le mettre au milieu parce que du coup, la chaleur peut irradier dans tout le téléphone depuis le milieu. Il y a plus de surface. Alors que si vous le mettez tout en haut, il y a un côté qui va vite chauffer et puis l'autre côté va être plus froid. Donc, il faudra plus de distance pour que la chaleur puisse se dissiper. Donc, au milieu, c'est déjà mieux. Et surtout, c'est juste en face du ventilateur maintenant. Et ça vous évite aussi, vu que le ventilateur est devant, de toucher directement la surface. Donc, vous ne sentez pas la chaleur du processeur. Donc, honnêtement, c'est quelque chose qui est assez unique parce que très peu de processeurs s'amusent à changer l'endroit où est la carte mère. Vous pouvez démonter ou regarder des démontages de n'importe quel même smartphone, surtout Android. La carte mère avec le processeur est toujours en haut, près des appareils photo, et la batterie est toujours en bas. Donc ça, c'est assez unique, et je trouve que c'est une très bonne idée. Ils ont aussi quelques capteurs photo, comme vous pouvez voir, triple capteur. Bon, je ne m'attends pas à ce que ce soit le meilleur niveau photo, soyons honnêtes, ça reste le ROG Phone, mais je pense qu'il aura une qualité photo suffisante pour la plupart des gens. Donc, de toute façon, les personnes qui visent le plus avec ce genre de smartphone, c'est ceux qui jouent beaucoup sur leur téléphone. Je sais que moi, personnellement, je joue beaucoup sur PC, donc pour moi, je comprends pas toujours l'intérêt de jouer à fond sur téléphone tout le temps, mais il y en a qui sont à fond justement sur téléphone, c'est plus facile pour eux, ils n'ont pas trop la place peut-être pour un ordinateur, ils se déplacent souvent, c'est plus plaisant pour eux de jouer sur téléphone, ils ont l'habitude, ils ont des jeux qu'ils aiment bien, donc c'est tout à fait logique pour eux de peut-être investir dans un smartphone qui leur permet de jouer pleinement, plus longtemps avec les 6000 mAh, et surtout, si le processeur chauffe moins, vous avez les meilleures performances pendant plus de temps. Donc, assez intéressant. Maintenant, il y avait le côté moins intéressant, les prix. Donc ça, c'est l'édition Ultimate en blanc, comme ça, qui est ultra classe, selon moi. Le design est un petit peu changé, il est plus sage, mais c'est surtout que maintenant, tout est un petit peu caché sous la plaque de verre. Vous n'avez pas forcément des grilles en métal qui ressortent à l'arrière du téléphone ou autre chose. C'est plus genre une plaque de verre avec des choses dessinées par en dessous, notamment les logos et tout ça. Et puis l'écran qui ressort. Mais du coup, ça, c'est l'édition Ultimate. Vous avez différentes versions qui existent. Alors, vous avez une édition normale qui sera vendue, si je me souviens bien... Je vais aller retrouver les prix. Ok, voilà, j'ai retrouvé la liste. Donc, vous avez le ROG Phone 5 normal qui est vendu 800 € avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Suffisant, franchement, pour la plupart des gens. Vous avez le Pro et vous avez l'Ultimate. Donc, le Pro, lui, est vendu 1200 €. Yep. Et l'Ultimate, 1300 €. Yep, ça devient cher. Alors, honnêtement... Franchement, la version normale suffira amplement. Donc ça, c'est la version normale. Vous avez 2 coloris qui existent toutefois, si je me souviens bien. Vous avez même une version blanche qui existe, mais sans le petit écran derrière. Donc ça semble indiquer justement, voilà, c'est celle-là. Donc c'est la version normale qui existe en noir ou blanc. Vous avez ça, c'est le Ultimate, qui est par contre que disponible en blanc avec l'écran derrière. Et puis le Pro, lui, est disponible en noir avec toujours l'écran derrière. Et chose assez bizarre, c'est que le Pro a un écran multicouleur derrière et l'Ultimate a un écran monochrome derrière. Mais l'Ultimate a des meilleurs specs quand même, donc c'est assez bizarre. L'Ultimate, je dirais, son grand avantage, c'est juste la couleur blanche avec l'écran qui est ultra classe. Mais franchement, le normal est largement suffisant pour la plupart des gens. Vous avez même une version 12 Go de RAM si vous voulez un petit peu plus, à 900 €, mais yep.
Il y avait aussi des accessoires, évidemment, comme la dernière fois. Il faudra voir, ça c'est un problème que j'ai un petit peu avec les ROG Phone, c'est est-ce que les accessoires des anciennes générations sont toujours compatibles? Parce que du coup, imaginez, vous achetez un ROG Phone 3 par exemple. Oui, le 4 n'existe pas, hein, pour ceux qui se demandent. Vous achetez un ROG Phone 3, génial, vous achetez la manette avec pour vraiment jouer. Et puis il y a le 5 qui sort. Est-ce que je peux utiliser encore mes manettes du 3 sur le 5? À voir. Normalement, la taille est plus grande, donc c'est pas forcément garanti, honnêtement. Donc c'est un petit peu dommage. Mais après, ça reste un des avantages comme des ROG Phone. Ces accessoires qui sont faits pour le téléphone et qui marchent hyper bien avec. Ça ressemble un petit peu à une Switch, hein. Mais ce serait plus une Switch sur Android. Mais yep. Personnellement, alors il y avait beaucoup d'accessoires à chaque fois qui sortent, mais vous voyez qu'ils sont concentrés maintenant sur vraiment les plus utiles. Avant, ils fournissaient un dock où vous aviez 2 écrans et tout ça. Mais franchement, je crois pas qu'ils en aient vendu beaucoup. Le plus intéressant, ça reste les manettes en mode Switch. Donc là, vous voyez que vous pouvez les mettre à gauche et à droite. Et vous avez aussi un support comme la Switch. Vous pouvez les mettre comme une seule manette et jouer avec votre téléphone, peut-être brancher une TV ou autre chose. Donc ça, c'est selon moi ce qui marche le mieux. C'est ce qui devrait viser toujours à chaque fois. Enfin bref. Un truc qui sera intéressant parce que ça reste un téléphone cher, hein. Soyons honnêtes, c'est vraiment pour ceux qui sont sérieux là-dessus, un minimum. Et qui veulent vraiment un téléphone qui vise le gaming. Peut-être qu'ils s'en fichent de sacrifier un petit peu au niveau appareil photo. Mais la dernière fois avec le ROG Phone 3, il faudra voir si c'est le cas. Je sais bien que le ROG Phone 3 avait eu une version spéciale que vous pouvez acheter, pas forcément en Europe. Il fallait faire importer, genre AliExpress et tout ça. Mais du coup, qui était moins cher, tout simplement. Qui était avec un petit peu moins de RAM, mais elle était moins chère surtout. Elle était vendue genre 500 €. Et 500 € pour un ROG Phone 3 à l'époque, à peine quelques mois après la sortie, même pas 2 mois en vrai, bah, c'était plutôt intéressant. Donc j'espère qu'on aura la même chose. Un ROG Phone 5 avec toujours 8 Go de RAM, mais en édition Strix ou je ne sais quoi, comme il avait appelé à l'époque. Et que vous pourrez l'acheter par exemple pour 600 €. Ça pourrait être une bonne valeur honnêtement avec un Snapdragon 888 et toutes les specs derrière. Donc yep, on verra bien. En attendant, si vous êtes sérieux sur le gaming mobile, c'est certainement la meilleure alternative qui existe. Mais après, tenez compte évidemment que c'est basiquement le même processeur que dans tous les autres smartphones haut de gamme. Donc on a vu notamment la semaine dernière une news sur un smartphone le moins cher avec le Snapdragon 888. Il sera presque aussi puissant et il coûte beaucoup moins cher. Donc yep. Ensuite, on a une news avec Oppo qui a annoncé le Find X3 Pro, qui est un téléphone assez étrange, mais assez intéressant aussi, vous allez le voir. Donc déjà, il a ce design assez unique. Vous avez le verre, c'est du verre qui est courbé le long du module caméra. Donc ça, à mon avis, ça a dû coûter bonbon pour faire une machine qui peut courber le verre comme ça à chaque fois. Croyez-moi, parce que c'est assez compliqué des fois. Ça permet du coup d'avoir un design assez unique. Ça permet aussi un petit avantage, c'est que vous n'avez pas du coup tous les poussières qui s'accumulent le long de la caméra. Ça, c'est un problème souvent avec les smartphones qui ont un module caméra qui dépasse beaucoup, hein. Par exemple, l'iPhone, tout ça, ça se dépose ici. Puis vous êtes en mode, oh, il faut que je nettoie. C'est un petit peu embêtant, je trouve. Donc, un petit avantage. Mais du coup, les trucs intéressants avec ce smartphone, outre le fait qu'il a des specs haut de gamme, Snapdragon 888 et tout ça, franchement, des très bonnes specs. Et aussi le fait que Oppo, qui est techniquement, il faut le savoir, Oppo et OnePlus appartiennent, sont des compagnies sœurs en gros et appartiennent à la même compagnie. Et du coup, ils partagent souvent des mêmes designs. Et un truc aussi qu'ils partagent, c'est le fait que Oppo semble avoir des aussi bons ingénieurs au niveau Android que OnePlus parce qu'ils ont une version d'Android qui est hyper bien optimisée et avec des bonnes options rajoutées, quoi. Même limite, mieux des fois que OnePlus, c'est pour dire. Donc, c'est un téléphone assez intéressant rien que pour ça, honnêtement. Mais sa petite fonctionnalité unique qui la rend vraiment, enfin, qui le rend, inégalé au final pour ceux qui en ont vraiment besoin, c'est que vous avez un microscope intégré. Vous avez un appareil avec un zoom x60, mais en mode microscope. Donc, c'est pas fait pour, espionner les gens à distance. C'est plus fait pour zoomer sur un truc très proche de la caméra. Et du coup, ça vous permet de faire un effet microscope. Donc, alors, c'est pas les capteurs macro que vous avez déjà vu sur des appareils photo ou des
smartphones, genre les capteurs macro qui mettent à la vite en mode tiens, on a une 4e caméra ou on a une 3e caméra, ça justifie le prix élevé ou je ne sais quoi, genre pour juste faire beau basiquement. Non, là c'est un vrai microscope et ça pourrait être très utile pour quelqu'un qui en a besoin. La plupart des gens n'en auront pas besoin, mais si par exemple vous travaillez dans un milieu où vous devez des fois regarder un truc tout petit, des étiquettes, ou par exemple juste regarder vite fait de l'électronique par exemple, ça peut être très utile franchement. Ça peut être vachement utile parce que la qualité est très bonne et ça marche hyper bien. Donc yep. Alors après, ça reste un smartphone haut de gamme, tenez-en compte. Donc là, on avait les specs 6,7 pouces, 120 Hz, 1440p OLED, Snapdragon 888, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et 4500 mAh, chargement 65 watts et chargement sans fil 30 watts et aussi un fingerprint, enfin un capteur d'empreinte sous l'écran et tout ça. Et au final, pour information, il serait vendu pour 1149 €. Donc oui, c'est un téléphone haut de gamme, donc ne vous attendez pas à ce qu'il soit accessible à tous. Mais je trouvais ça intéressant. Un petit peu d'innovation. C'est pas une énorme innovation, mais un petit peu d'innovation dans le milieu des smartphones, c'est toujours sympathique. Ah, aussi un petit dernier truc, j'allais oublier. Un autre truc qui est assez intéressant, c'est qu'ils utilisent le même capteur de 50 mégapixels pour le capteur principal et le capteur très grand angle. Et ça, c'est intéressant parce que la plupart des marques, pour le capteur ultra grand angle, ils mettent un capteur moins bon qui souvent donne une image très floue, franchement. C'est ce que vous voyez beaucoup avec les smartphones milieu de gamme, honnêtement. J'en ai déjà, à chaque fois dans mes reviews, il me semble que j'en parle à chaque fois, mais je dis toujours que le capteur grand angle est un petit peu manque d'honnêteté, en fait. C'était le cas avec les Xiaomi Mi 10T Lite, ou je ne sais plus le nom, c'est toujours compliqué au niveau des noms. C'était le cas aussi avec le OnePlus Nord. C'est un petit peu flou par rapport au capteur principal parce que vous voyez qu'il n'y a pas la résolution, tout simplement. Donc là, pas de problème parce que c'est exactement le même capteur qui a été un petit peu adapté, évidemment. Il y en a un qui a un champ de vision plus important. Ils ont adapté un petit peu l'aperture, évidemment. Mais du coup, ça vous donne une qualité d'image qui est aussi bonne sur l'un ou l'autre capteur. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça utilise le nouveau IMX766 de Sony, qui est un capteur, du coup, plus haut de gamme, qui devrait normalement donner une meilleure qualité d'image qui vient à peine de sortir. Donc, yep, que des bonnes choses, franchement, dans ce smartphone d'intéressant, même s'il reste très cher. Ensuite, on a une news au niveau de Microsoft qui va bientôt mettre à jour leur Surface Laptop 4, qui est une évolution du Surface Laptop 3, évidemment. Il y a aussi certainement les Surface Pro 8 qui vont être annoncés. Dans tous les cas, le truc notable, c'est que Microsoft était l'un des premiers à vraiment utiliser en tout cas, l'un des premiers gros acteurs à utiliser des processeurs mobiles AMD avec les Surface Laptop 3. Ça fait maintenant plusieurs années en réalité que c'est sorti. Et du coup, pour le Surface Laptop 4, ils vont continuer avec AMD. Sauf que maintenant, on passe à des processeurs AMD plus intéressants. Parce que sur les Surface Laptop 3, c'était les processeurs AMD, pour information, qui étaient basés sur Zen+. Donc, ce n'étaient pas les plus performants. Ils n'étaient pas encore au niveau d'Intel à cette époque-là. Mais par contre, pour ceux-là, ils vont passer à du Zen 2. Donc, pas de Zen 3. Ça, c'est fort dommage, mais... Le truc, c'est qu'avec Microsoft, c'est que leurs produits sont souvent préparés fort à l'avance. Donc, ils prévoient 6 mois à l'avance, la production et tout ça. Donc, s'il y a un truc qui est sorti il y a un mois, c'est trop tard pour eux. Ils ne peuvent pas l'inclure. Ils ne peuvent pas littéralement changer tout au niveau du design. Certaines autres marques, eux, s'amuseraient à, en même pas 2 mois, redesigner leurs produits pour en tenir compte. Et honnêtement, je pense que vu que les processeurs Zen 3 sont censés être aussi efficaces au niveau énergétique, voire même plus, normalement, ça devrait passer. Mais bon. Microsoft aime bien prévoir les trucs vachement à l'avance. Donc, ils vont passer sur du Zen 2. Et je vous rappelle, le Zen 2 sur ordinateur portable était très intéressant. Vraiment très intéressant. Surtout les versions U qui consommaient vraiment pas beaucoup d'électricité et qui chauffaient moins que Intel. Ça, c'était assez notable parce qu'ils sont tout simplement plus efficaces. Je veux dire, ils sont gravés en 7 nanomètres. Intel a des processeurs mobiles toujours en 14 nanomètres et en 10 nanomètres aussi maintenant. Donc, c'est juste imbattable, franchement. Donc là, Zen 2 reste un bon choix quand même si j'aurais préféré Zen 3 personnellement. Et du coup, ils ont des modèles aussi spécifiques rien que pour eux, de la part d'AMD. Vous avez le 4680U et le 4980U, qui du coup sont des 6 et 8 cœurs normalement et qui sont certainement basés sur les 4500U et les 4800 ou 4700U, si je me souviens bien, qui étaient des processeurs, je vous rappelle, de 15 watts, qui pouvaient monter jusqu'à 25 watts, et qui étaient donc 6 et 8 cœurs, pour info. C'est 2 très bons processeurs, donc là, à mon avis, cette version
va être un petit peu optimisé, peut-être au niveau de la fréquence, peut-être qu'ils vont la mettre un petit peu plus haute, ou peut-être tweaker un petit peu pour que ce soit plus efficace dans le châssis. Mais yep, vous avez une version spéciale rien que pour Microsoft ici. Et du coup, les specs, je vous rappelle des surfaces laptop, vous avez soit un modèle 13,5 pouces, soit un modèle 15 pouces, toujours des écrans tactiles en 3/2, c'est-à-dire que c'est basiquement la forme d'une feuille de papier, pour ceux qui se demandent. Vous avez 8, 16 ou 32 Go de RAM, 128 à 1 Tera de SSD, 128. What the fuck, Microsoft? On est en 2021. Genre, il y a des téléphones qui ont plus de stockage de ça. Même chose d'ailleurs avec la mémoire, hein, 8 Go de RAM. Bon, allez, vu que c'est un ultrabook, encore. Mais quand vous voyez le ROG Phone qui sort avec 18 Go de RAM, pour à mon avis à peu près le même prix, non. Et tenez-en compte, une puce de mémoire de téléphone portable, parce que c'est le problème, c'est que les téléphones portables, c'est très petit, donc ils peuvent utiliser une seule puce de mémoire. Ben, ça coûte beaucoup plus cher. Alors que dans un ordinateur portable, vous avez de la place, vous pouvez mettre plusieurs puces qui coûtent moins cher, parce que vous n'êtes pas obligé de respecter une aussi grande densité que dans un téléphone portable. Donc ça coûte littéralement moins cher de mettre la même quantité de RAM que dans un téléphone portable. Et pourtant, par exemple, avec Asus, j'ai oublié de le dire avec le ROG Phone 5, mais on continue d'avoir des ordi portables avec 8 Go de RAM. Donc, yep. Selon moi, je le redis encore, un ordinateur portable au-dessus de 900 € devra avoir 16 Go de RAM, point, aucune question posée. Oui, tout le monde n'a pas besoin de 16 Go de RAM, mais je vous le dis, 16 Go de RAM, ça coûte 60 balles, même pas, pour quelqu'un qui l'achète en magasin. Donc avec la TVA, avec les taxes, bah, la TVA et les taxes, c'est la même chose, mais avec tout inclus, ça coûte 60 €. Donc imaginez pour Microsoft, qui vend des dizaines de milliers, des millions d'ordinateurs, 16 Go de RAM, pour eux, ça leur coûte quoi? 20 balles, 30 balles à tout casser. Donc ouais, incluez 16 Go de RAM. Enfin franchement, c'est vraiment fait pour forcer les gens à acheter le modèle d'au-dessus. Même chose avec le 128 Go de stockage. C'est une honte. 128 Go de stockage en 2021, c'est juste une honte totale. Surtout pour un ordinateur, genre un vrai ordinateur, vous allez travailler dessus. 256, c'est le strict minimum. Et je dirais même qu'on devrait passer au-dessus. Bref, dans tous les cas, ça devrait être des laptops intéressants. Comme j'ai dit, ça donne un petit peu le meilleur des deux mondes. C'est une qualité de construction équivalent au MacBook, mais vous avez toujours Windows dessus. Et vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Évidemment, certaines personnes préféreront les MacBooks, mais yep. Leurs gros concurrents derrière sont évidemment ceux qui sont déjà sortis, les MacBooks avec processeur M1 qui devraient être plus puissants au final. Même si évidemment, ils n'ont pas encore eu tous les programmes qui ont été mis à jour pour le moment. Ils ont toutefois reçu Photoshop. Donc ça devient, ça fait une sacrée concurrence pour Microsoft à ce niveau-là. Donc on verra bien ce qu'ils feront au niveau prix, même si je ne m'attends pas à de grands changements. Ça coûtera quand même cher. Ensuite, vous avez Intel qui a annoncé leur processeur de 11e génération. Donc oui, tout ce que vous avez vu jusque maintenant était techniquement des leaks. Donc là, c'est officiel. Nous avons les vrais noms des processeurs. On peut parler de leurs noms. Parce que jusqu'à maintenant, on savait hein, leurs noms, mais on ne pouvait pas en parler si on participe au truc de review. J'ai un test prévu d'ailleurs sur cette génération-là, normalement. Je ne sais pas lequel j'aurai pour test par contre encore à l'heure actuelle, mais j'en aurai un normalement, donc ça devrait être intéressant. Dans tous les cas, vous avez ici toute la petite famille de la génération 11000 ou 11e génération. Donc là, vous avez le 11900K, le 11900KF, le 11900, 11900F, 11900T, 11700K, 11700KF, 11700, 11700 F et ça continue. Et vous avez aussi du coup les i5 jusqu'au i5 11400. Les plus intéressants, comme d'habitude, franchement pour moi, le 11700, le 11600K et surtout le KF qui va être très intéressant. Il a une fréquence de base de 3,9, il peut booster jusqu'à 4,9 et il peut avoir une fréquence sur tous les cœurs de 4,6 en boost. Pour les jeux, ce sera certainement le plus intéressant. Si le prix suit derrière. Normalement, c'est le cas. Il annonce à 237 $. C'est un prix beaucoup plus agressif que les dernières générations. Pour information, il me semble que le 10600K n'avait même pas été annoncé à ce prix-là. Il était à un prix supérieur. Et évidemment, vu les problèmes de production ces derniers temps, il faudra voir si le prix vraiment suit. Tenez compte que si c'est le prix sans les taxes, donc en Europe, ça va coûter plus cher. Donc, yep. Mais s'il coûte genre, allez, 260 € et qu'il a des très bonnes perfs au-dessus du 10600K, yep, ça pourrait être un très bon choix. Mais
tenez compte que le 10600 KF est vendu à l'heure actuelle, genre encore 230 € en Allemagne. C'est imbattable comme prix, franchement. On verra bien. Il y a aussi le 11400 qui devrait être intéressant pour une autre raison différente ici. C'est que, premièrement, il supporte enfin de la RAM plus élevée au niveau fréquence. Parce que le KF, on s'en fiche. C'est une version K, vous pouvez mettre de la bonne RAM, vous pouvez activer le XMP. Mais le problème avec le 10400, notamment, que j'ai déjà recommandé pour les jeux, c'est que vous ne pouvez pas mettre de la RAM avec une très bonne fréquence et vous sacrifiez des performances. Eh bien maintenant, Intel a un peu plus ouvert les choses. Vous allez pouvoir, avec les 11400, et même sur une carte mère non Z, donc pas une carte mère prévue pour le overclocking, vous allez pouvoir régler la RAM un petit peu plus haut niveau fréquence et avoir un peu plus de performance. Donc pour information, les fréquences supportées sont de 2933 MHz ou 3200 MHz maximum. Il y a toutefois un truc très particulier. Il y a une vidéo de Gamer Nexus là-dessus. Ils en parlent, d'ailleurs, vous pouvez le voir dans les slides, certains moments, ils parlent de gear. En gros, Intel fait un truc comme AMD, où sur AMD, vous avez l'Infinity Fabric, qui est un truc qui permet au processeur de communiquer avec le reste, notamment la RAM et tout ça, le reste du PC. Et cette Infinity Fabric a une certaine fréquence qui est proportionnelle à la fréquence de la RAM. Et si vous voulez avoir les meilleures performances, il faut que ce soit genre un bon ratio. Par exemple, si votre RAM fonctionne à 3200 MHz, comme c'est de la DDR, c'est du double rate pour information, en réalité sa vraie fréquence de fonctionnement est de 3200 divisé par 2, donc ça fait 1600 MHz. Du coup, vous devez mettre l'Infinity Fabric à 1600 MHz. Comme ça, c'est synchronisé. Eh bien, Intel fait la même chose maintenant. Bon, alors, c'est pas vraiment l'Infinity Fabric autre chose, mais vous pouvez régler le ratio du contrôleur mémoire avec la mémoire. Et du coup, il y a deux gears qui existent. Soit vous avez un ratio 1-1, donc le contrôleur mémoire fonctionne à la même fréquence que la RAM, ou alors vous avez un ratio divisé par 2, comme AMD le fait aussi si vous avez monté trop haut au niveau fréquence et que l'Infinity Fabric n'arrive plus à suivre. Donc par exemple, si vous avez de la RAM 4000 MHz sur AMD, ben, vous ne pouvez pas mettre l'Infinity Fabric bien souvent à 2000 MHz. Bon, des fois ça peut marcher, mais des fois ça ne marchera pas, parce que c'est de l'overclocking, basiquement. Donc ici, ils ont le même principe, et Gamer Nexus a testé un 11700K version grand public, donc c'est pas une version test autre chose, c'est pour ça que c'est assez particulier, encore une fois, hein. On en a parlé la semaine dernière avec AnandTech, c'est que ces processeurs sont déjà disponibles à la vente, et que du coup, si un reviewer ou n'importe quelle publication l'achète en magasin, ils ont le droit de le review, parce que le papier qu'ils ont signé de Intel, comme quoi ils ne peuvent pas parler de ces processeurs, ne concerne que les processeurs de review, pas les processeurs qui sont disponibles à la vente. Donc c'est un peu particulier. Mais du coup, ils l'ont testé et ils ont montré qu'avec le mode Gear 1 et Gear 2, le Gear 2, qui est le mode désynchronisé, qui est par défaut pour le moment dans les BIOS, à voir si ça changera d'ici la sortie, donne des moins bonnes performances que le mode Gear 1 qui est synchronisé. Donc là où vous mettriez la même fréquence de le contrôleur mémoire avec la RAM. Donc c'est très étrange. Il y a certaines personnes qui théorisent que, on a vu la semaine dernière, AnandTech a découvert que des fois le 11700K était moins performant que le 10700K. Il y a des gens qui théorisent que c'est peut-être de là que ça vient, mais techniquement AnandTech ont dit qu'ils avaient testé avec le mode Gear 1, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, yep, il faut vraiment attendre des tests de performance avec certainement aussi le BIOS de sortie. Parce que le truc, c'est que d'ici la sortie, Intel peut sortir un nouveau BIOS ou demander au constructeur de cartes mères de sortir un nouveau BIOS qui change le comportement par défaut de ses processeurs. Et donc, tout ce que vous avez peut-être vu avant sera en partie invalide. Donc on verra bien. Dans tous les cas, ils arrivent fin du mois et on verra bien ce que ça donnera niveau performance. Une chose est sûre, vu les tests préliminaires, même si Intel fait une mise à jour de BIOS magique, ils ont toujours du mal par rapport à AMD, avec notamment le 5800X qui reste très performant, le 5600X aussi. Toutefois, le truc qui pourrait sauver Intel ici, c'est que notamment, ils ont des prix qui sont normalement moins chers. Bon, sauf le 11900K qui reste cher, mais le 11700K et le 11600K normalement devraient coûter moins cher que leur équivalent AMD. Et si c'est vraiment le cas, ils pourraient gagner les couronnes de performance, ou plutôt gagner le cœur des gamers, on va dire, rien qu'à grâce à ça. Et surtout maintenant qu'ils supportent le PC Express 4.0 et tout, ça peut être intéressant pour certaines personnes de passer dessus. On verra bien.
Ensuite, on a une petite news très rapide sur le fait qu'AMD a des problèmes d'USB ces derniers temps. Donc, c'était notamment sur les cartes mères de la génération 500, donc les 570 ou les 550. En gros, si vous aviez une de ces cartes mères et certains processeurs AMD, c'est très spécifique, tout le monde n'a pas été touché, eh bien, vous aviez des déconnexions USB qui peuvent être très problématiques. Imaginez, vous êtes dans un jeu et puis d'un coup, votre souris se déconnecte. Ça peut être un gros problème. Ou le casque aussi se déconnecte et puis vous avez plus de son d'un coup. Yep, vraiment pas une bonne chose à avoir. Donc, ils ont un fixe qui va arriver dans la version Agisa 1.2.0.2. Cette version Agisa, c'est le microcode d'AMD. C'est ce qui permet à AMD de, par exemple, amener des nouvelles fonctionnalités pour leur processeur. Ils l'ont fait notamment avec la Gisa 1.2, justement, ou même 1.1, je ne sais plus quoi, qui apportait le fait qu'on pouvait downvolter les processeurs. Par le passé, ils ont apporté aussi des nouvelles fonctionnalités d'overclocking comme ça. Donc, en gros, vous pouvez le voir quand vous allez sur le constructeur de votre carte mère. Ils disent toujours la version d'Agisa vers laquelle ils ont update dans le BIOS. Donc, si vous regardez peut-être pour un MSI ou Asus, pour le dernier BIOS, vous verrez peut-être qu'ils ont update vers Agisa 1.2.0, par exemple. Donc, regardez si vous souffrez du problème, surtout si vous avez des déconnexions USB. Déjà, dites-moi dans les commentaires si c'est le cas, parce que j'ai envie de voir le pourcentage de gens qui semblent être touchés par ça, parce qu'on ne sait pas trop. Ça semble être le cas, qu'un certain pourcentage suffisamment élevé pour que AMD réagisse, en tout cas, mais c'est pas tout le monde, donc faut voir. Donc si vous êtes touché par ce problème, regardez sur le site de votre constructeur de carte mère et dès qu'il sort une nouvelle mise à jour de BIOS avec ça, ça devrait fixer le problème. Si ça le fixe pas, dites-le aussi, ça peut être intéressant, justement. Et tenez compte que si vous avez le problème, ça peut venir d'autre part aussi. Si vous avez un hub USB notamment, ça peut être un problème de votre hub USB, donc testez en branchant directement sur la carte mère. Même les ports USB à l'avant de votre boîtier pourraient avoir des problèmes aussi. Testez directement, branchez derrière votre carte mère. Et si vous avez toujours des déconnexions, ça peut venir justement de ce problème-là en particulier. Ensuite, Chrome va enfin consommer moins de RAM. Yes, c'est assez exceptionnel, mais en gros, Chrome 89 va avoir une meilleure efficacité au niveau de la gestion de la mémoire avec une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Partition Alloc, qui basiquement permet d'allouer plus efficacement la RAM. Ça a toujours été un des problèmes de Chrome. Ça a même été un meme pas possible sur Chrome. Je pense que tout le monde est en mode « Oh, j'ai pris un kit de 32 Go de RAM pour faire tourner 4 onglets Chrome. » On voit souvent des blagues comme ça, comme sur Internet. Personnellement, j'ai pris un kit de 64 Go, comme ça je peux faire tourner 8 onglets de Chrome, ce qui est plutôt exceptionnel. Et du coup, pour ceux qui se demandent quelle est la réduction, ce serait une réduction qui pourrait aller de 22% pour les processus du navigateur et 8% pour tout ce qui est au niveau rendu, et même une réduction au niveau du GPU de 3%, donc ça peut être intéressant, et aussi une réduction de la latence. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, votre site web, basiquement, charge un petit peu plus vite. Donc on verra bien ce que ça donnera. Selon moi, c'est l'un des fers de lance, ou plutôt un des gros problèmes de Chrome, c'est que Chrome, à la base, c'était fait pour être rapide. Et franchement, quand Chrome est sorti au tout début, Internet Explorer, Firefox à côté de ça était lent, franchement. Et puis, au fur et à mesure du temps, Google a rajouté des trucs sur Chrome. Et maintenant, Chrome est basiquement un tank. Il y a tellement de trucs dessus qu'il est lourd, franchement. Et c'est même plus forcément le plus rapide. Vous voyez que, par exemple, pour les textes à ma show, j'utilise souvent... Ça, c'est Edge, version Chrome, du coup, qui est un petit peu plus optimisé. Et je suis assez triste que Edge, version no Chrome aussi, n'existe plus vraiment maintenant parce que c'était pour moi le navigateur le plus léger qui existait. Genre sur des petits ordinateurs, surtout ordinateurs portables, vous avez besoin de durer au niveau batterie. Edge était pour moi celui qui durait toujours le plus niveau batterie. Et il était franchement plus rapide que Chrome. Bon, Edge, version Chrome, est franchement... Genre, il y en a qui se sont moqués parce que j'utilisais Edge. Mais Edge, version Chrome, c'est Chrome. Genre, vous pouvez installer toutes vos extensions Chrome. Et le truc, c'est qu'à côté de ça, vous avez Microsoft qui fait des petits ajouts et des petites corrections par-ci par-là. Et honnêtement, je trouve que Edge version Chrome tourne mieux que Chrome de base. Donc, à voir. Dans tous les cas, cette mise à jour aussi, ce changement devrait aussi bénéficier les gens qui sont sur Edge Chromium parce que, comme j'ai dit, ils profitent des mêmes trucs. Donc, même au final, des fixes que font Microsoft peuvent profiter à Chrome si Google décide de les implémenter.
Mais yep, ça bénéficiera pas mal de gens. Surtout que pas mal de navigateurs utilisent Chrome, enfin Chromium techniquement. Pour ceux qui ne savent pas, Chromium, c'est le projet sur lequel est basé Chrome. Basiquement, Chromium, c'est Chrome sans les trackers Google. Et du coup, par exemple, Edge Chromium, c'est Chromium, mais avec un skin Microsoft par-dessus et les trackers Microsoft. Et par exemple, Opera utilise aussi Chromium pour sa base. Donc, yep, c'est juste pour vous donner une indication. Donc, Chromium est vraiment le projet de base ici. Et vous pouvez, vous, télécharger Chromium si vous ne voulez pas avoir la version, on va dire, espionnée par Google. Vous pouvez même aller voir le code, le modifier, le compiler et vous faire votre propre version de Chromium. Donc, vous pouvez vraiment vérifier s'il n'y a pas des trackers Google dans le code et vous compilez votre propre version. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, évidemment, ce qui est moins bien, c'est que Chromium, comme j'ai dit, est devenu très lourd et que même par rapport à Chrome, Chromium reste lourd quoi qu'il arrive. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et enfin, dernière news de la semaine, c'est le fait que vous avez SpaceX qui va commencer bientôt à tester SN11. Enfin, ils ont déjà commencé à le tester. Ils ont fait le test de cryo. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettent du nitrogène dedans pour voir s'il n'y a pas de fuite et si justement SN11 supporte les températures très basses du nitrogène liquide qui sont de moins de 100 degrés D. Parce que je vous rappelle qu'ils vont mettre de l'oxygène liquide et justement du méthane liquide qui eux aussi seront très froids. Donc, il faut que ça supporte. Ils ont essayé de faire un test d'allumer les moteurs très rapidement, mais ils l'ont arrêté en cours. Donc ça, on verra bien. Ça doit bientôt arriver. Peut-être même ce soir, on verra bien. Mais dans tous les cas, après ce test-là, c'est le test de vol. Donc SN11 comme SN10, SN9 et SN8 tentera de décoller, atteindre une hauteur de 10 km et puis se laisser tomber et puis atterrir. Peut-être. SN10 a réussi à atterrir, même s'il a décidé de redécoller juste après. Donc on verra bien si SN11, lui, décide de rester au sol et de ne pas redécoller juste après. On verra bien. Une chose est sûre, je suis très impatient de voir ça. Je pense qu'il y a de fortes chances que SN11 soit le premier prototype à vraiment survivre à l'entièreté du vol, parce que SN10 techniquement n'a pas survécu. Et j'ai hâte de voir ça, parce que aussi, ça va être très intéressant pour SpaceX, parce que un prototype genre en une seule pièce, c'est un prototype qu'ils peuvent démonter et genre regarder qu'est-ce qui a été trop utilisé, qu'est-ce qui a posé problème et tout ça, c'est très intéressant pour eux. Et donc, s'ils arrivent à le récupérer en une seule pièce, yep, ça va faire avancer le programme encore plus vite. Et après SN11, on aura SN12 n'existe pas, ils ont démonté SN12, donc ce sera SN15 pour information. Et SN15, normalement, devait être une grosse mise à jour, mais apparemment ici, ce sera plus une petite mise à jour par rapport à ce qui était prévu. Notamment SN15 a toujours les petits pieds qui sont vraiment pas très pratiques. Toutefois, sur SN11, pour information, ils ont testé les pieds. D'habitude, ils les testaient jamais, mais là, ils les ont testés de voir s'ils se dépliaient correctement, parce que SN10, je vous rappelle, 3 pieds, c'était pas déplié correctement, et puis SN10, c'était craché. Alors, il y avait un problème, quoi qu'il arrive, au niveau du moteur. D'ailleurs, Elon Musk en a parlé. Apparemment, donc pour pressuriser les... Comment ça s'appelle? Oh, le header tank, je vais le dire en anglais, c'est plus simple. Donc, c'est des réservoirs de carburant, voilà, qui sont au milieu de SN, des SN et tout au-dessus pour l'oxygène. Et les header tanks sont utilisés pour information pour juste l'atterrissage. Parce que le problème, c'est que quand vous le voyez descendre du ciel, évidemment, il n'est pas droit. Donc, le carburant, il n'est pas au bon endroit pour que le moteur puisse genre littéralement prendre le carburant et s'allumer correctement. Donc il leur faut un plus petit réservoir qui est rempli à fond, où la pression du carburant est bonne et peut vraiment correctement aller vers les moteurs. Et du coup, pour pressuriser ces header tanks, parce qu'ils ont eu des problèmes avec SN8, eh bien, ils utilisent de l'hélium à l'heure actuelle. Et le problème, c'est qu'il y a une partie de l'hélium qui s'est retrouvée dans le moteur. Et c'est pour ça que SN11, apparemment, SN10 plutôt, ce serait en partie craché parce que le moteur n'avait pas la full puissance qu'il devait avoir. Et du coup, il arrivait trop vite au sol. Donc c'est aussi en partie dû au fait que si les petits pieds de SN10 avaient été déployés correctement, ça aurait peut-être amorti un peu plus de la chute quand même et qu'il aurait peut-être survécu, mais il y avait un problème quoi qu'il arrive. Donc on verra bien avec SN11. Les pieds, comme j'ai dit, normalement devraient là au moins se déployer correctement, mais c'est toujours pas idéal. Et peut-être, normalement, ils ont mis des fixes en place pour éviter que de l'hélium rentre dans le moteur. Donc, on verra bien si ça marche. Et si tout va bien, SN11 s'atterrira et on aura un magnifique prototype sur le sol
qui ne redécollera pas tout de suite, ce qui est plutôt un bon avantage. Donc, yep, ça doit se passer cette semaine-ci normalement. Après, donc, le truc, c'est qu'ils préviennent à l'avance quand ils ferment la route et tout ça. Mais des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Et puis, des fois, ils avaient prévu un test un jour et puis ils le décalent. Donc, ne vous attendez pas à ce que ça arrive forcément cette semaine-ci. Moi, je dirais que ça peut arriver fin de semaine, mais ça arrivera certainement début de semaine prochaine. Donc, yep, on verra bien ce que ça donnera. Dans tous les cas, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, notamment par exemple notre guide d'achat sur comment acheter des ventilateurs, ou plutôt quel ventilateur acheter. Voilà, c'est plus simple comme ça. Où je vous ai demandé justement des idées de vidéos. Enfin, j'avais une liste de vidéos que j'avais prévues et je vous ai demandé lesquelles vous verriez le plus vite possible. Et la plupart des gens ont répondu un guide d'achat sur les ventilateurs. Et je pense qu'en réalité, c'est une bonne chose parce que beaucoup de gens sous-estiment les ventilateurs. Genre, c'est ce qui refroidit votre PC, littéralement. Le boîtier aide au refroidissement s'il est ouvert et qu'il est bien designé. Mais au final, c'est les ventilateurs qui vont faire tout le travail. Donc, des bons ventilateurs silencieux, c'est une bonne chose. Donc, dans ce guide-là, je vous donnerai, selon moi, les meilleurs ventilateurs qui existent par gamme de prix, par taille et tout ça. Ça devrait être plutôt intéressant. La vidéo devrait être un peu longue, je m'excuse, mais c'est parce que je traite de toutes les tailles de ventilateurs qui existent. Donc en réalité, il y a une table des matières et de manière réaliste, vous ne regardez pas toute la vidéo, vous regardez seulement ce qui vous concerne. Mais je sais que des fois, les gens regardent, ils regardent un Texama Show, ils sont en mode, ça dure 1 heure. Et je suis en mode, t'es pas obligé de regarder 1 heure, tu peux juste regarder le sujet qui t'intéresse. Il y a même des gens qui se sentent mal de regarder un seul sujet. Je suis en mode, non, c'est le but que j'ai mis une table des matières, comme ça tu regardes ce qui t'intéresse. Si t'es intéressé juste par le rank phone, si t'es juste intéressé par la news SpaceX, ben regarde juste ça et voilà, c'est pas grave. Moi, je vais être très honnête, je m'en bats les steaks du watch time YouTube, même si c'est important au niveau de YouTube. Moi, je m'en bats les steaks. Ce que je veux, c'est que le Texama Show soit utile pour les gens pour avoir les news. Donc, si vous regardez juste un petit pourcentage, il n'y a aucun problème. Bref, dans tous les cas, on se retrouve après un prochain et je vous dis ciao ciao.